Jiro est un jeune garçon sans amis, contrarié parce que tous ses camarades de classe pensent qu'il est un original. Il est en train de se plaindre de ses problèmes et reçoit un discours d'encouragement lui disant d'accepter ce qui est unique chez lui, mais celui qui lui donne ce discours est son chien, donc je comprends un peu pourquoi ses amis pensaient qu'il était bizarre. Il s'avère que Jiro est né avec la capacité d'entendre les voix de tous les animaux autour de lui, mais parler tout le temps aux animaux effraie les autres, donc quand Jiro a grandi, les seuls amis qu'il avait étaient les animaux du quartier, et il faisait tout son possible pour les protéger, allant même jusqu'à se battre pour protéger certains de ses copains animaux des délinquants qui essayaient de les embêter. Après avoir chassé les délinquants, le chat et le corbeau remercient Jiro pour son aide car ces trois-là les terrorisent beaucoup ces derniers temps, mais Jiro dit que ce n'est pas grave et se tourne pour rentrer chez lui. Quand il rentre, son grand-père lui crie immédiatement dessus parce qu'il peut voir que Jiro s'est encore battu. Il dit à Jiro qu'il ne lui a pas appris les techniques du shinobi pour qu'il aille tabasser les gens dans le quartier. Il dit à Jiro qu'il ridiculise leur nom de famille, mais Jiro dit qu'il se moque totalement de leur stupide nom de famille, et cela plonge son grand-père dans une rage aveugle, alors il sort le katana héritage familial et se met à courir après Jiro. Un peu plus tard, le vieil homme se calme enfin, alors lui et Jiro sont occupés à remettre les portes en place, mais le grand-père doit assister à une réunion communautaire, alors il dit à Jiro qu'il doit partir et qu'il rentrera tard, donc il demande à Jiro de fermer à clé avant d'aller se coucher. Jiro maugrait entre ses dents, mais accepte sa demande. Cependant, un instant plus tard, le corbeau de tout à l'heure vient chercher Jiro et lui demande de l'aide parce qu'un chat est en difficulté dans les bois. Jiro n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il suit le corbeau, et quand il arrive sur place, il trouve un chat grièvement blessé sous un arbre. C'est la première fois que Jiro ou le corbeau voit ce chat dans le coin, et ils n'ont aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais il semble encore respirer, alors Jiro décide de faire tout son possible pour le sauver. Il s'avère qu'avant ce moment, le chat était un être connu sous le nom de Rago, le dévoreur du soleil, et il avait été invoqué par un groupe mystérieux qui cherchait à utiliser son pouvoir pour lui-même, mais Rago a refusé de suivre leurs ordres, alors ses invocateurs ont tenté de le tuer pour cela. La prochaine fois que Rago ouvre les yeux, il se retrouve dans un panier pour chat chaud chez Jiro, et un instant plus tard, Jiro entre pour prendre de ses nouvelles. Jiro est content de voir que le chat est enfin réveillé parce que, vu la gravité de ses blessures, il n'était pas sûr qu'il s'en sorte ou non. Il a apporté un bol d'eau au chat car il a supposé qu'il aurait probablement soif, et il se présente ensuite, demandant au chat de se présenter également. Rago pense que Jiro doit être idiot parce que même s'il lui disait son nom, il n'y a aucun moyen qu'un humain puisse comprendre les paroles d'un chat, mais Jiro lui dit que ce n'est pas gentil de traiter les gens d'idiots sans raison. Découvrir que Jiro peut le comprendre est un tel choc pour Rago qu'il se cache sous le lit et refuse d'en sortir parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Jiro peut comprendre pourquoi Rago serait effrayé s'il n'a jamais parlé à un humain auparavant, mais il l'assure qu'il n'est en aucun danger ici. Cependant, Rago n'est pas si facilement convaincu. Il ne détecte aucune énergie spirituelle émanant de Jiro, donc il est sûr que Jiro est vraiment un humain, mais juste pour être prudent, il décide de rester caché là jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture pour s'échapper. Cependant, un instant plus tard, Jiro arrive avec de la nourriture, et toute la prudence antérieure de Rago s'envole parce qu'il a vraiment faim. Jiro trouve amusant à quel point il a été facile de faire céder Rago, mais Rago ne montre aucune honte et dit qu'aucun homme affamé ne refuserait un repas. Jiro trouve aussi drôle qu'un chat s'appelle un homme, mais Rago s'énerve et dit à Jiro qu'il n'est pas un chat. Il se présente formellement comme un immortel, ou ce qu'on appelle plus communément ici un mononoke. Les mononoques prennent souvent la forme d'humains ou d'animaux et se fondent dans leur environnement sans que les gens ne les découvrent, et Jiro ne comprend pas vraiment, mais si les mononoques sont censés être des créatures si puissantes, alors il demande comment Rago a fini dans cet état en premier lieu. Rago explique que c'est un autre mononoke qui lui a fait ça, et quand Jiro demande pourquoi c'est arrivé, Rago dit qu'il n'est pas exactement sur des détails car il ne se souvient pas de tout, mais il se souvient que c'est un autre mononoke qui lui a fait ça, et la raison pour laquelle ils l'ont attaqué était qu'il voulait son aide pour quelque chose et il a refusé. Jiro commence à comprendre ce qui s'est passé parce que cela ressemble à, après que Rago ait refusé ces gars-là, ils l'ont attaqué. Bien que Jiro ne comprenne pas vraiment pourquoi Rago les a refusés en premier lieu car il supposait qu'en tant que mononoke, il voudrait aider l'un des siens. Cependant, Rago dit qu'il déteste absolument les gens comme ce type car ce ne sont que des parasites qui veulent faire les durs mais qui ne peuvent que compter sur le pouvoir des autres. Rago ne pense pas vraiment qu'il y ait un intérêt à dire tout ça à Jiro car, en tant qu'humain, il ne croit probablement pas un mot de ce qu'il vient de dire, mais Jiro lui rappelle qu'il parle à un gamin qui a pu parler aux animaux toute sa vie, donc l'existence de monstres immortels n'est pas trop surprenante pour lui. Pendant ce temps, dans la forêt, une agente vient juste de tomber sur l'endroit où Jiro a trouvé Rago pour la première fois, et elle rapporte au QG qu'elle a trouvé une flaque de sang dont elle a confirmé qu'elle appartient à Rago, mais elle ne capte aucune de ses présences spirituelles, donc il a dû se cacher à proximité. Son chef lui dit d'attendre l'arrivée du reste de l'équipe de recherche pour l'instant,
Alors elle accepte de se retirer et disparaît dans les arbres. Il semble qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la forêt à la recherche de traces de Rago en plus d'elle. Au même moment, chez Jiro, il est occupé à donner un bain à Rago pour se détendre, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle les blessures de Rago ont toutes guéri car il a presque l'air aussi bon que neuf maintenant. Donner un bain à Rago comme ça rappelle à Jiro comment il faisait de même avec son chien, Nashi, à l'époque. C'était le chien le plus grand et le plus duveteux qu'un gars puisse demander, et chaque fois qu'il se faisait harceler ou blesser, elle lui demandait toujours de lui donner un bain car elle savait que cela le calmait toujours. Plus tard dans la nuit, Jiro va se coucher, mais dès que Rago pense qu'il dort, il grimpe sur le rebord de la fenêtre et se prépare à partir. Il ne voulait pas avoir à partir comme ça car il doit énormément à Jiro pour lui avoir sauvé la vie, mais s'il reste ici plus longtemps, il va finir par mettre Jiro en danger. Il saute alors par la fenêtre, mais en atterrissant, il vacille un peu car, bien que ses blessures aient guéri, il n'a pas encore retrouvé toute sa force. Il s'apprête à quitter la propriété, mais soudain, Jiro apparaît derrière lui et demande à Rago où il pense aller à cette heure tardive. Rago est choqué car il aurait juré avoir vu Jiro dormir à l'étage, mais Jiro avait anticipé que Rago pourrait faire quelque chose comme ça, alors il a installé une illusion factice dans son lit pour le tromper. Astuce bon marché mise à part, Rago lui dit qu'il n'a plus à se soucier de ses affaires car il a déjà fait plus qu'assez, mais Jiro refuse d'accepter cela et rappelle à Rago que c'est lui qui lui a sauvé la vie, donc Rago est sa responsabilité jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Rago dit à Jiro qu'il ne lui a jamais demandé son aide et qu'en fait, il aurait été parfaitement bien de mourir là-bas si Jiro n'était pas arrivé. Jiro continue de se disputer avec lui, mais Rago finit par perdre patience et rappelle à Jiro qu'il est toujours un mononoke, un monstre mangeur d'humains, et qu'il est dans l'intérêt de Jiro de retourner se coucher et de faire comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais soudain, un type quelconque entre dans la propriété de Jiro et les interrompt. Jiro n'a aucune idée de qui est ce type, mais il lui dit de sortir d'ici car il n'a pas été invité. Cependant, l'homme traite Jiro d'humain ignorant et transforme son bras avant de se précipiter sur lui. Cela prend Jiro au dépourvu, donc il n'est pas capable de réagir à temps, mais Rago refuse de le laisser mourir comme ça, alors il saute et pousse Jiro hors du chemin avant d'emmener le type dans la forêt. Il fait de son mieux pour s'échapper, mais comme il n'a pas encore retrouvé sa force, le démon est facilement capable de rattraper Rago et de le mettre à terre en un rien de temps. Il dit à Rago qu'il n'est pas trop tard pour s'arrêter et accepter d'aider son camp parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour briser le sceau qui retenait Rago prisonnier, et il détesterait devoir le tuer pour ne pas coopérer, mais Rago ricane en sa présence et lui dit que s'il veut tant son pouvoir, il va devoir risquer sa vie pour venir le chercher. Le démon se précipite alors sur Rago de toutes ses forces, mais avant qu'il ne puisse le frapper, Jiro arrive de nulle part avec son katana familial et tranche le bras du démon. Rago n'arrive pas à croire que Jiro soit vraiment revenu et le traite d'idiot pour avoir gaspillé l'occasion qu'il lui a donnée de s'échapper, mais Jiro dit qu'il ne pouvait pas laisser Rago mourir ici à cause de cette chose, et d'ailleurs, si le démon avait réussi à tuer Rago, il serait probablement revenu pour Jiro aussi, donc c'était la meilleure option qu'il avait. Le démon se transforme complètement et se prépare à attaquer Jiro, mais il trouve plutôt surprenant que Jiro ne soit pas du tout déconcerté par son apparence monstrueuse. Il remarque aussi les motifs sur le katana et les capacités furtives que Jiro a montrées plus tôt, et il en déduit que Jiro doit être l'un des shinobi. Le démon se précipite alors sur lui et lance un coup de poing, mais bien qu'il soit sûr de l'avoir touché, quand il regarde son poing, tout ce qu'il voit est un morceau de tissu parce que Jiro avait en fait esquivé et se préparait à attaquer d'en haut. Cependant, bien que ce fût un bon plan, Jiro a sérieusement sous-estimé la vitesse du monstre car, avant qu'il ne puisse le frapper, il avait déjà fait un flash step derrière lui et poignardé Jiro dans le dos avec son doigt. Jiro a tenté de porter une dernière attaque sur le démon, mais il a bondi en arrière pour l'esquiver, et il est impressionné qu'il ait pu penser à attaquer avec une telle blessure, mais cela n'a plus d'importance maintenant car il n'y a aucun moyen que Jiro puisse survivre à quelque chose comme ça. Rago s'approche de Jiro et regarde son corps mourant avec culpabilité car il sait que cela ne serait jamais arrivé à Jiro sans lui, mais quand le démon voit Rago regarder Jiro comme ça, il suppose qu'il doit penser à le manger car manger un humain aiderait Rago à retrouver sa pleine puissance. Il accepte de laisser Rago avoir le corps de Jiro dans l'espoir que cela lui fera changer d'avis sur son offre d'assistance, mais Rago n'a aucune intention de faire une telle chose. Il est vrai que manger Jiro lui permettrait de retrouver sa puissance, mais il doit trop à Jiro pour lui faire ça ou le laisser mourir ici, alors à la place, Rago décide de laisser Jiro le manger. Il se transforme alors et vole dans Jiro, libérant une grande quantité d'énergie alors que le vrai pouvoir de Rago est enfin libéré, et le démon n'arrive pas à croire que Rago trahirait réellement les mononoques comme ça et remettrait son pouvoir à un humain. Jiro reprend conscience alors que ses blessures sont guéries par le pouvoir de Rago, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe, et il est effrayé par toute la fumée noire qui sort de son corps. Juste à ce moment, il entend la voix de Rago dans sa tête lui disant d'arrêter de plaisanter et de faire attention car ils sont toujours en plein combat. Le démon attaque Jiro à nouveau,
Mais cette fois le corps de Jiro est assez rapide pour esquiver ses attaques, et il parvient à éviter d'être transpercé une seconde fois. Cependant, il n'a aucune idée de comment abattre le démon, mais c'est là que Rago intervient. Il dit à Jiro que tout ce qu'il a à faire est de serrer le poing, et il s'occupera du reste pour lui. Jiro ne comprend pas vraiment ce que cela signifie, mais il suit le mouvement, et alors qu'il porte un coup de poing, Rago utilise son énergie pour faire un trou net dans le torse du démon, le tuant d'un seul coup. Jiro est encore incrédule face à tout ce qui vient de se passer, mais avant même qu'il puisse prendre un moment pour réfléchir à tout, il est soudainement encerclé par des agents du bureau d'espionnage venus en réponse à la perturbation spirituelle, et il est assommé pour pouvoir être emmené pour interrogatoire. La prochaine chose que Jiro sait, il se retrouve dans un lit d'hôpital avec la fille qu'il a assommée debout à côté de lui, et dès qu'elle réalise que Jiro est réveillé, elle passe un coup de fil rapide à son chef pour lui faire savoir que Jiro a repris connaissance. Jiro n'a toujours aucune idée de qui elle est, alors il demande ce qui se passe, et Rago sort de sa poitrine pour dire qu'il est tout aussi confus que Jiro en ce moment. Juste à ce moment-là, Ishika remarque Rago assis sur la tête de Jiro, et Jiro le réalise enfin un instant plus tard, alors il se met à crier après Rago pour qu'il descende de lui, et un instant plus tard, le patron d'Ishika arrive enfin pour vérifier l'état de Jiro. Il dit qu'il est content de voir que Jiro semble parfaitement bien, et il demande aussi à Rago comment il va, mais Rago n'a pas envie de lui parler pour l'instant. Animosité mise à part, Ryozuki est surpris de voir à quel point Rago est calme, car il s'attendait à ce qu'il soit bien plus conflictuel qu'il ne l'est maintenant. Ryozuki se présente comme le chef de la division Mononoke et Ishika comme sa subordonnée, et comme Jiro veut une explication sur tout ce qui se passe en ce moment, Ryo décide de commencer par lui demander s'il connaît les Aniwabin, et Jiro se souvient avoir appris quelque chose à leur sujet. D'après ce dont il se souvient, c'étaient des agents secrets qui travaillaient pour le Shoguni Ido, et Ryo ajoute qu'avec le temps, les Aniwabin ont quitté le service du Shoguni et servent maintenant le gouvernement moderne en tant que bureau de l'espionnage. Ils font toutes sortes de choses, y compris la collecte d'informations, les missions d'infiltration, et bien sûr, la recherche et la destruction des Mononoke. C'est pour cela qu'il y a tout un département dédié à la gestion des incidents liés aux Mononoke, et Ryo a eu la vie facile pendant un moment, car les Mononoke ne causent généralement pas beaucoup de problèmes. Cependant, récemment, les choses sont devenues très agitées, car leur installation a été attaquée par un groupe de Mononoke, et lors de cette attaque, Rago, qui était scellé dans l'installation, a été libéré. Cela dit, Ryo n'est toujours pas sûr de comment exactement Rago et Jiro ont fini comme ça, alors il demande à Jiro de l'éclairer. Jiro explique tout, et Ishika se met immédiatement à le traiter d'idiot d'avoir sauvé un Mononoke sans aucun plan. Mais Jiro ne veut pas entendre ce genre de critique de la part de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ryo dit à Ishika de se calmer, car le fait est que Jiro est complètement fusionné avec Rago, et à moins qu'il ne fasse quelque chose, il va rester comme ça pour toujours. Cependant, ils n'ont aucune idée de comment annuler cela, et ils n'ont également aucune idée de ce que les autres Mononoke peuvent préparer, alors Ryo dit qu'ils vont placer Jiro en garde à vue. Jiro essaie de s'opposer, mais Ryo lui dit qu'il n'a pas vraiment le choix en la matière. Il précise qu'ils ne sont pas des héros de la justice ou quoi que ce soit d'autre, donc ils n'ont aucune obligation de préserver les droits personnels de Jiro. Ils ont déjà rempli un rapport de personnes disparues pour quand ils transporteront Jiro vers un autre établissement demain matin. Mais pour l'instant, Ryo lui dit de juste se reposer. Il mentionne également qu'il y a des gardes postés devant sa porte, et il dit qu'ils sont là pour protéger Jiro au cas où quelque chose arriverait. Mais Jiro sait qu'ils sont très probablement juste là pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Jiro est un peu inquiet, car s'il est emmené, il y a de fortes chances qu'il ne revoie jamais son grand-père, et une situation comme celle-ci est précisément pourquoi Rago n'arrêtait pas de lui dire que s'impliquer avec lui ne ferait que lui causer des ennuis. Jiro dit qu'il n'a vraiment pas envie d'une leçon en ce moment. Mais Rago dit qu'il n'essaie pas de faire la leçon, il veut juste que Jiro comprenne l'ensemble du tableau de ce qui se passe ici. Ces deux-là ont peut-être promis que tout ce qui se passe en ce moment est pour la protection de Jiro, mais ce sont aussi les mêmes personnes qui ont scellé Rago au départ, donc Rago a du mal à croire qu'ils vont juste laisser Jiro vivre normalement après avoir fusionné avec un Mononoke, et en plus de cela, il y a ces Mononoke qui ont fait irruption dans l'installation pour libérer Rago en premier lieu. S'ils étaient prêts à causer des problèmes avec le bureau pour atteindre Rago, ils ne vont pas abandonner si facilement, donc ils vont sûrement aussi venir après Jiro, et cela signifie à peu près que Jiro doit trouver quoi faire par lui-même. Tout cela a vraiment donné beaucoup de choses à réfléchir à Jiro, et il décide qu'il ne va plus se soucier de ce que les autres disent et faire ce qu'il veut à partir de maintenant. D'abord, il dit à Rago qu'ils doivent sortir d'ici, et Rago est surpris d'entendre cela, car il ne pensait pas que Jiro avait un endroit où fuir à ce stade. Mais Jiro dit qu'il ne compte pas fuir, il a juste besoin de faire certaines choses, et après cela, il devra juste accepter ce qui arrivera. Rago n'a aucune idée de ce que Jiro pense, mais il l'avertit qu'il n'y a aucune garantie que tout ira bien s'il va jusqu'au bout, et il ne peut pas compter sur Rago pour le sauver. Mais Jiro dit qu'il trouvera un moyen de se débrouiller par lui-même. En disant cela,
il remarque un groupe de corbeaux dehors, et cela lui donne une idée. Alors pendant que les gardes sont encore occupés à surveiller la porte, il se met soudainement à faire beaucoup de bruit pour attirer leur attention, et une fois qu'ils entrent pour vérifier son état, Jiro dit aux corbeaux de les attaquer pour lui donner assez de temps pour s'échapper. Rago est surpris de voir à quel point cela a bien fonctionné. Mais Jiro n'a jamais douté, car ces corbeaux sont ses amis, et s'ils demandent de l'aide, ils feront tout ce qu'ils demandent. Une fois que Jiro s'est suffisamment éloigné de l'hôpital, il remercie les corbeaux de l'avoir aidé et leur donne un sachet de friandises en récompense de leurs efforts. Mais bien que Jiro ait réussi à sortir de l'hôpital, Rago lui demande ce qu'il va faire maintenant, car le bureau est probablement déjà à sa recherche. Jiro dit qu'il n'est pas vraiment trop inquiet à ce sujet pour l'instant, car il y a juste une chose qu'il veut faire d'abord. Un peu plus tard, Jiro retourne chez lui, et Rago comprend enfin pourquoi Jiro voulait tant s'échapper, parce que même si le bureau allait l'emmener, il voulait au moins expliquer les choses à son grand-père avant. Après tout, il ne voudrait pas laisser son grand-père penser qu'il a vraiment disparu. Il reste dehors un moment, essayant de trouver comment expliquer tout cela au vieil homme. Mais tout à coup, le grand-père de Jiro apparaît derrière lui, ce qui surprend Jiro. Jiro commence à essayer d'expliquer les choses, mais son grand-père lui dit de se taire et de le suivre, alors c'est ce que Jiro fait pour l'instant. Un peu plus tard, le grand-père de Jiro le mène vers un stade ouvert, et Jiro commence à se demander combien de marches ils vont encore faire, car il n'a pas vraiment beaucoup de temps avant que le bureau ne le trouve, et il aimerait parler à son grand-père avant cela. Il demande aussi pourquoi son grand-père l'a amené sur un terrain en premier lieu, et son grand-père dit qu'il est venu ici pour que personne d'autre ne puisse interférer, juste avant de donner un coup de poing en plein visage à Jiro. Jiro tombe au sol et demande à son grand-père ce que c'était. Mais son grand-père se contente de crier après lui et de le traiter d'idiot pour ne pas avoir compris la gravité de ce qu'il a fait. Jiro n'a aucune idée de ce dont il parle. Mais son grand-père dit que Ryo lui a déjà tout raconté, y compris comment Jiro est actuellement possédé par un mononoke. Il n'y aurait probablement pas cru s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux. Mais le fait que Rago soit juste là est une preuve définitive que l'histoire est vraie. Jiro est choqué que son grand-père soit au courant de tout cela, mais c'est parce que le vieil homme est un ancien membre du bureau de l'espionnage. Il déteste que les choses en soient arrivées là, mais le vieil homme sait ce qu'il doit faire maintenant. Il a l'intention de prendre ses responsabilités pour l'erreur de Jiro, et pour cela, il va tuer à la fois Jiro et Rago, afin que ni le bureau ni les mononoke ne puissent les exploiter, et après cela, il va se tuer pour expier. Jiro essaie de dire à son grand-père de se calmer, mais le vieil homme n'a plus rien à dire, alors il fonce droit sur Jiro avec un coup de pied en hache dévastateur. Jiro parvient tout juste à esquiver son attaque, mais il n'a jamais vu son grand-père aussi en colère auparavant, et l'instant d'après, il est victime d'une attaque fulgurante et projeté au sol. Son grand-père explique que leurs techniques familiales Azuma ont été perfectionnées pour combattre aussi bien les hommes que les mononoke, mais il n'a jamais eu le temps d'apprendre à Jiro que les bases pour l'autodéfense. Il pense que c'est dommage que Jiro ne puisse jamais atteindre son vrai potentiel maintenant. Mais il veut s'assurer que Jiro n'aura jamais à souffrir des cruautés du monde des mononoke, et à cette fin, il promet de rendre la mort de Jiro aussi rapide et indolore que possible. Cependant, juste avant qu'il ne puisse frapper Jiro, Rago intervient soudainement et bloque le coup pour lui, repoussant le grand-père de Jiro. Rago dit à Jiro de sortir de sa torpeur et de prendre cela au sérieux, car son grand-père essaie vraiment de le tuer. Mais malgré tout cela, Jiro dit quand même à Rago de rester en dehors de ça et de ne pas sortir avant qu'il ne le lui dise, car il veut gérer cela par lui-même. Rago ne comprend pas vraiment pourquoi Jiro refuse son aide, puisqu'il n'est clairement pas de taille face à son grand-père. Mais si c'est vraiment ce que Jiro veut, alors il n'interférera pas. En regardant Jiro maintenant, son grand-père se souvient comment, quand Jiro était plus jeune, il a un jour grimpé dans un arbre immense juste pour pouvoir sauver un bébé chat. Mais il ne s'est pas arrêté une seconde pour réfléchir à s'il pourrait redescendre tout seul après l'avoir sauvé. Heureusement, il était là pour attraper Jiro, mais il s'est assuré de lui crier dessus pour avoir fait quelque chose d'aussi imprudent. Parce que bien qu'aider les autres puisse être un acte noble, il dit à Jiro qu'il va finir par se faire tuer s'il continue à se mettre dans des situations au-delà de ses capacités. Il a dit à Jiro qu'il devait apprendre à compter sur ceux qui l'entourent au lieu d'essayer de résoudre chaque problème par lui-même. Mais Jiro demande ce qu'il est censé faire s'il n'y a personne pour l'aider, et son grand-père lui a dit qu'il devrait juste abandonner. Mais Jiro ne voulait pas vivre comme ça, alors dans ce cas, son grand-père lui a dit qu'il devait juste devenir plus fort pour qu'il n'y ait aucune situation qu'il ne puisse pas gérer. De retour au présent, le grand-père de Jiro lui dit que le monde des mononoke est comme rien de ce qu'il n'a jamais vu auparavant, et si Jiro était forcé d'y entrer comme son grand-père l'a été, alors il finirait par tuer ses semblables et les mononoke, finissant par se perdre lui-même dans le processus. C'est un monde horrible et impitoyable, et c'est pourquoi il s'est battu pour que Jiro n'ait jamais à le vivre. Mais il semble qu'il a échoué. Jiro s'excuse auprès de son grand-père, car il n'est dans ce pétrin que parce qu'il a fourré son nez là où il ne fallait pas et n'a pas réfléchi aux conséquences. Mais il dit qu'il ne regrette pas d'avoir choisi d'aider,
et qu'il va trouver un moyen de nettoyer son propre désordre. Son grand-père crie, traitant Jiro d'ignorant imbécile, avant de foncer sur lui, et Rago essaie d'avertir Jiro d'esquiver, mais Jiro n'a aucune intention de bouger. Il reste là et encaisse le coup de poing de son grand-père de plein fouet, et bien qu'il soit quand même repoussé, il parvient à atterrir sur ses pieds. Rago n'arrive pas à croire que Jiro a fait ça, et son grand-père lui dit que c'était une chose stupide à faire, car il peut voir qu'il a fait cela pour tenter de montrer sa détermination. Mais il dit que cela ne prouve rien d'autre que le fait que Jiro peut encaisser un coup. Jiro avait le sentiment que cela ne suffirait pas à convaincre son grand-père, mais il lui dit que, pour le meilleur ou pour le pire, il n'est plus seul maintenant, donc s'il n'y arrive pas tout seul, il peut toujours compter sur Rago. Il dit ensuite à Rago de faire le truc, mais Rago n'a aucune idée de ce dont il parle et fait passer Jiro pour un idiot d'avoir essayé de faire le malin, alors les deux se mettent à se disputer. En voyant cela, son grand-père se souvient de ce qu'il a dit à Jiro à propos de trouver des personnes sur qui compter, et simplement en regardant ces deux-là, bien qu'ils puissent se disputer, il peut voir que, quand les choses deviennent sérieuses, Rago risquerait sa vie pour protéger Jiro, et Jiro ferait de même. Cela lui fait réaliser que Jiro pourrait peut-être finalement être capable de se débrouiller seul, alors il dit aux deux d'arrêter de se disputer et annonce qu'il se rend, donc Jiro est libre de faire ce qu'il veut, mais il pense toujours que Jiro est un imbécile d'avoir laissé cela arriver. Plus tard dans la soirée, ils rentrent tous chez eux, et Jiro prend un long bain relaxant pour se détendre après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'excuse également auprès de Rago de l'avoir entraîné dans cette situation et d'avoir agi égoïstement plus tôt, mais Rago dit que cela ne le dérange pas tant que ça. Il demande juste que Jiro compte davantage sur lui, pour qu'il ne finisse pas par se blesser autant la prochaine fois, et Jiro est d'accord, bien qu'il n'ait aucune idée de ce à quoi ils vont devoir faire face à partir de maintenant, puisqu'il va devoir travailler avec le bureau de l'espionnage à partir de demain.